Louis XIII arrive au camp royal le 12 octobre 1627, ainsi accompagné de toute sa cour. Cette présence royale donne une dimension symbolique majeure au siège. Le roi de France, en personne, vient châtier la ville rebelle et ainsi restaurer son autorité sur l'ensemble du royaume. C'est alors que Richelieu prend officiellement le commandement des opérations militaires. Des responsabilités inhabituelles pour un cardinal. Le ministre devient alors généralissime et dispose ainsi des pouvoirs absolus. Et ce, afin de mener le siège selon sa stratégie. L'armée royale s'étoffe progressivement jusqu'à atteindre 30 000 hommes. Cette force colossale pour l'époque transforme La Rochelle en un immense camp retranché. Les soldats construisent des baraquements, creusent des puits et établissent des dépôts de vivres pour un siège de longue durée. La noblesse française afflue au camp royal pour assister à ce spectacle grandiose. Manquait plus que le feu d'artifice au-dessus de la Tamise. Ducs, marquis et comtes viennent observer les opérations militaires et assister au conseil de guerre. Cette présence aristocratique donne au siège l'allure d'une fête guerrière, où se mêlent ambition politique ainsi que mondanité. La fuite anglaise libère Richelieu de la menace maritime immédiate. Cependant, La Rochelle peut toujours recevoir du ravitaillement par mer. Le cardinal conçoit dès lors un projet révolutionnaire, fermant définitivement le port rochelais, et ce, par le biais d'une digue gigantesque. Cette idée audacieuse transformera à jamais l'art de la guerre navale. Le 30 novembre 1627, Richelieu confie cette mission à Clément Mezzo, architecte royal ayant déjà participé à la construction des galeries du Louvre. Dès lors, il conçoit un travail révolutionnaire, et ce, en une seule nuit de travail intense. Sa digue mesure 1500 mètres de long pour fermer le chenal d'accès au port. Large de 16 mètres à la base et 8 mètres au sommet. Tout ceci s'élevant à 20 mètres au-dessus des plus hautes marées. Cette construction pharaonique nécessite des moyens considérables. Pour édifier ces fondations, Mezzo fait couler 59 navires hors d'usage, donc inutilisables, et ce en les remplissant de pierres et de sable. Cette technique originale crée une base solide, capable de résister aux tempêtes ainsi qu'aux marées. Sur cette fondation, les marins édifient une muraille de pierre ainsi que de terre battue, et ce renforcée par une charpente de poutres de chêne. 4000 ouvriers assistent à cette construction extraordinaire. Les ouvriers font les 3-8, travaillent de jour comme de nuit. De nuit, ils s'éclairent via les torches et les braseros. Cette activité incessante impressionne les assiégés qui voient s'élever inexorablement les murailles qui vont les condamner. L'artillerie française protège le chantier contre d'éventuelles sorties rochelaises. Les batteries de canons pointées vers La Rochelle découragent tout sabotage de l'ouvrage. Parallèlement, d'autres pièces d'artillerie sont tissées sur la digue elle-même, ceci afin de battre le large et d'empêcher toute approche maritime. Nous y trouvons entre autres des pieux inclinés à 45 degrés et terminés par des pointes d'acier, hérissant ainsi les flancs de la digue, empêchant ainsi tout type d'abordage. Une chaîne de 36 navires de guerre liés les uns aux autres complète le dispositif de part et d'autre de l'ouvrage. Cette défense maritime transforme le port rochelais en un lac fermé. Février 1628, la digue devient enfin opérationnelle. Plus aucun navire ne peut désormais ni entrer ni sortir du port de La Rochelle. Richelieu vient d'inventer le blocus maritime absolu. Les derniers navires rochelais tentent vainement de forcer le passage, mais l'artillerie les repousse. Ils comptent fuir le siège qui se profile à l'horizon. Et au vu des préparations et de ces longues constructions, leur laissera certainement aucune chance de reddition. Cette démonstration de force dissuade donc définitivement toute tentative rochelaise faisant face à cette préparation de siège. Cette surveillance maritime complète le dispositif de la digue et garantit l'étanchéité totale du blocus. La Rochelle se retrouve prisonnière de ses propres remparts. L'économie rochelaise s'effondre brutalement. Le commerce, étant sa source de richesse urbaine, disparaît du jour au lendemain. Ses entrepôts regorgent de marchandises invendables, tandis que ses navires pourrissent dans son port fermé. Cette ruine économique précède la catastrophe démographique qui va suivre. Le 30 avril 1628, en plein siège, les Rochelais élisent Jean Guiton, maire de La Rochelle. Celui-ci acceptera sa charge avec une détermination farouche. Ainsi, il galvanise les assiégés dans cette enceinte de l'Assemblée municipale. Sa personnalité charismatique et son courage physique impressionnent autant ses concitoyens que ses ennemis.
Richelieu lui-même reconnaîtra plus tard la grandeur d'âme de son adversaire. Le nouveau maire organise immédiatement la défense de la ville avec une méthode remarquable. Il impose un rationnement strict à tous les habitants. Cette discipline égalitaire permet aux Rochelais de tenir encore plusieurs mois supplémentaires. Tandis que Richelieu mène parallèlement une guerre psychologique pour saper le moral des assiégés. Il fait circuler de fausses nouvelles sur des défaites protestantes imaginaires en Europe. Ces rumeurs, distillées par des espions infiltrés, visent à convaincre les Rochelais que leur cause est perdue d'avance. Les cloches des églises catholiques du camp royal sonnent régulièrement. Ceci afin de rappeler aux assiégés l'existence d'un monde extérieur. Cette guerre des nerfs s'accompagne de bombardements sporadiques, maintenant la pression sur les défenseurs, et ce, sans dépenser les moindres munitions royales. Guiton riposte en organisant des processions protestantes sur les remparts afin de montrer la cohésion religieuse, de même que l'estimation de leur morale qui à ce moment-ci est encore à hauteur convenable.